Si graves que fussent de tels faits, n'ont pas constitué un problème national. En Indochine, le contingent ne participait pas à la guerre, qui était la tâche exclusive de l'armée de métier. La justice française n'a pas eu à cautionner ces tortures de son autorité. Il n'en fut pas de même, hélas, dans l'affaire de Madagascar. Le 29 mars 1947, une rébellion avait éclaté dans la Grande Île, faisant 150 victimes françaises. Les autorités locales attribuèrent à tort la responsabilité de ces événements au mouvement démocratique de la rénovation malgache, parti nationaliste qui avait triomphé aux dernières élections. La répression fut sanglante. Les cadres du MDRM furent arrêtés en masse et torturés en présence du directeur de la sûreté, M. Baron, dans des conditions qui furent rapidement connues et qui parurent à l'époque inimaginables. Il s'agissait de faire avaliser par les personnes arrêtées les thèses de l'administration sur l'origine de l'insurrection. Un procès se déroula devant une cour criminelle à Tananarive, du 22 juillet au 4 octobre 1948. Les inculpés purent prouver leur innocence de la façon la plus péremptoire et établir que leurs aveux avaient été arrachés par la torture. Les débats eux-mêmes, sous l'apparence du respect des formes, furent un modèle de fausse justice. C'est ainsi que le principal témoin à charge fut fusillé 3 jours avant l'ouverture du procès. Il ne s'en termina pas moins par 10 condamnations à mort et 10 condamnations à 10 ans et plus de prison ou de travaux forcés. Les tortures infligées aux inculpés furent évoquées avec un grand luxe de détails à l'Assemblée nationale le 22 septembre 1948. Le ministre de la France d'Outre-mer, M. Coste-Floré, sans nier l'évidence, « Je pense que des violences ont été exercées, elles sont une des tares de l'enquête officieuse. » Il la minimisa en citant cette lettre d'un officier. Ne parlons pas de torture à tout bout de champ par respect pour ceux qui l'ont vraiment subi. Aucune information ne fut ouverte contre les tortionnaires. M. Baron donna simplement sa démission et réapparut comme membre du conseil d'administration d'une importante société financière à Tananarive. Fait peut-être encore plus significatif, la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, qui est chargée, sur recours éventuel des condamnés, de dire si les formes du droit ont été respectées, confirma le verdict. Les avocats des condamnés purent prouver que dans la forme comme dans le fond, le droit avait été violé. Il ne s'en trouva pas moins, le 29 juin 1949, un avocat général pour demander si l'application d'un article du Code d'instruction criminelle devait s'imposer avec la même rigueur pour ce qu'on appelait jadis les jeunes colonies et qui répondent aujourd'hui au vocable de territoire d'outre-mer intégré dans l'Union française. C'était là l'expression, à l'état pur, des principes de la raison d'État. Le fait était d'autant plus significatif et d'autant plus inquiétant qu'en 1899 et en 1906, c'est précisément la Cour de cassation qui avait fait triompher la vérité dans l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire de Madagascar, les plus hautes autorités de l'État s'étaient compromises. Avec le recul du temps, on comprend qu'il s'était agi d'une véritable répétition générale des événements d'Algérie. Ceci pourtant devait être autrement grave. Dans l'ensemble impérial français, tel qu'il est constitué en 1954, l'Algérie tient une place à part. De même que l'Irlande a été longtemps pour la conscience nationale anglaise une simple province du Royaume-Uni, l'Algérie, les enfants français l'ont appris à l'école et au lycée, n'est qu'un prolongement de la métropole.
Et il est d'ailleurs vrai que le million de Français d'Algérie, entre guillemets, Français d'origine, naturalisés et Israélites francisés par le décret Crémieux en 1870, constitue en Algérie comme une société complète, indiscutablement française. À côté d'eux, les 9 millions de musulmans ne sont, au mieux, que des demi-citoyens. Entre cette société coloniale et l'État français, les relations sont extrêmement complexes. Les Français d'Algérie n'attendent guère autre chose de la métropole que le maintien pur et simple de leurs privilèges établis par la force et maintenus par des techniques policières, y compris éventuellement par la torture. Pour l'Afrique du Nord, c'est l'heure du gendarme, écrivait l'Écho d'Alger, principal organe des colons après le début de l'insurrection du 8 mai 1945, qui fut d'ailleurs réprimée selon leurs désirs. Au besoin, dans la mesure où ils se sentent aptes à faire leur police eux-mêmes, ils se passaient volontiers de la métropole. Certains d'entre eux, et non des moindres, ont à plusieurs reprises menacé de former un État indépendant. Cette tentation se retrouvera à la fin de la guerre d'Algérie pendant la période OAS. De son côté, l'État français a plus d'une fois tenté, depuis Napoléon III qui, à la grande fureur des colons, se déclara roi d'un royaume arabe, entre parenthèses, de se distinguer des colons. Mais pouvait-il écarter un mythe qu'il répandait lui-même, celui de l'Algérie française, qu'un gouverneur général déplaise aux colons? Il était rapidement rappelé, et l'Algérie française, entre parenthèses, redevenait ce qu'elle n'avait en réalité jamais cessé d'être, la chose des Français d'Algérie. Dans ces conditions, il était logique que tout mouvement mettant en cause la souveraineté française en Algérie ne fût pas traité comme un problème de politique extérieure, mais de politique intérieure. Il entraînerait l'utilisation de tout appareil de l'État, la mise en œuvre des forces de la nation. Nous en avons, croyons-nous, assez dit pour que le lecteur comprenne qu'à la veille de l'insurrection algérienne, il n'existait pas dans l'ensemble français de structures capables de résister à une police ou une armée qui se mettrait à employer systématiquement la torture. La bonne volonté de certains hommes que nous retrouverons n'est pas en cause. Nul doute, par exemple, que le directeur général de la Sûreté nationale, grand maître de la police française, qui était depuis le 16 juillet 1954 Monsieur Jean Marais, ne fut personnellement opposé à l'emploi de la violence dans les interrogatoires. Le gouverneur de M. Mendès France, au pouvoir depuis le 17 juin 1954, avait compris le danger qu'il y avait à laisser certains services de police devenir pratiquement autonomes. Il avait révoqué M. Bello, chef tout-puissant de la préfecture de police parisienne. Il n'empêche que l'appareil de l'État était déjà en métropole profondément atteint et dans les colonies véritablement gangréné. Or, dans le monde moderne, l'appareil de l'État n'est pas, comme il l'était dans une certaine mesure au XIXe siècle, une superstructure assez légère qui peut osciller au moindre vent de l'opinion publique. Déjà l'affaire Dreyfus avait montré, à la fin du siècle dernier, que les services secrets et même l'un couvrant les autres, le grand état-major formait un véritable État dans l'État, capable de tout mettre en œuvre pour maintenir un innocent au bagne, parce que sa réhabilitation eût entraîné obligatoirement une enquête sur leur fonctionnement. Il s'agit bien aujourd'hui des services secrets et de l'état-major. L'État est devenu une énorme machine contrôlant l'essentiel de la vie du pays. Il dispose en maître des moyens d'information modernes, les masses médias, radio, télévision,
qui font passer à l'arrière-plan la presse écrite, dans la mesure où elle conserve son indépendance. Le 13 janvier 1898, le journal Aurore avait, en quelques heures, diffusé 300 000 exemplaires d'un numéro contenant un article d'Émile Zola, « J'accuse », révélant l'essentiel de la vérité sur l'affaire Dreyfus. L'effet produit avait été énorme. Pour avoir aujourd'hui un peu de cette audience, « J'accuse » devrait être télévisé. Il fallait rappeler ce qui peut paraître comme une évidence pour comprendre ce fait singulier. Comment la torture a-t-elle pu subsister de pair avec la dénonciation qui en a été faite dans une partie de la presse, et notamment dans les journaux considérés comme sérieux, en supposant même que le lecteur soit, par rapport à l'information lue, dans un état de réceptivité, et cette supposition relève de l'utopie la plus pure, il est sollicité par bien d'autres émissions, et il manquera toujours à beaucoup ce qui est nécessaire pour la protestation comme pour la révolte: la disponibilité. J'accuse mettait en cause l'état-major, que devrait être aujourd'hui un j'accuse mettant en cause l'État. Nous fûmes quelques-uns à nous le demander pendant les sombres années que je vais tenter de raconter. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.